Imaginez-vous debout au bord des ruines les plus anciennes du monde, tandis que le soleil se lève derrière elles. Les pierres brillent un instant, captant la lumière comme elles le faisaient il y a 5000 ans, puis l'illusion s'estompe. Vous réalisez alors quelque chose de troublant. Les personnes qui ont construit ces pierres ont disparu, leur langue a disparu, leurs dieux ont disparu, mais les modèles qu'ils ont suivis ont survécu plus longtemps que leurs empires, leurs dynasties, voire leurs noms. C'est comme si les civilisations elles-mêmes avaient disparu, mais que le plan qui les guidait n'avait jamais vraiment disparu. À travers les déserts de Mésopotamie et d'Égypte, dans les jungles de Mésoamérique, sur les îles balayées par le vent en Méditerranée et dans les montagnes sculptées par des mains oubliées, nous continuons à découvrir les mêmes mystères encore et encore. Des civilisations séparées par des océans et des milliers d'années ont, d'une manière ou d'une autre, utilisé les mêmes symboles, aligné leurs monuments sur les mêmes étoiles, construit selon les mêmes proportions, codé leurs mythes avec le même drame céleste et fondé leurs lois sur la même idée. Que le pouvoir, l'ordre et le sens descendent des cieux. C'est la partie que les historiens ont souvent tendance à ignorer, mais c'est celle que nos ancêtres auraient trouvée évidente. Pour eux, le ciel n'était pas un vide lointain. C'était un livre, et tout ce qui y était écrit avait de l'importance. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire de Babylone, de l'Égypte, de Rome ou des dizaines de cultures dont nous retracerons les empreintes à travers les continents. C'est l'histoire de quelque chose de plus profond, de plus ancien et de bien plus mystérieux. Lorsque vous reliez les mythes, les monuments, les mathématiques et les rituels, un schéma se dessine, un schéma qui ne devrait pas exister si ces sociétés avaient vraiment évolué de manière isolée, mais qui devient impossible à ignorer une fois que vous l'avez vu d'en haut, comme depuis le point de vue des dieux qu'elles prétendaient toutes servir. Notre voyage commence là où la civilisation elle-même a vu le jour. Dans les plaines inondables de Mésopotamie, dans des villes construites de boue et de feu, parmi des peuples qui croyaient que les dieux marchaient sur terre avant même que les humains n'y posent le pied. Mais avant de nous y rendre, arrêtons-nous un instant et imaginons ceci. Des archéologues creusent sous un temple en ruine et trouvent dans Naamam, dans les fondations, un motif qui correspond à une structure construite à des milliers de kilomètres de là, en Égypte. Les spécialistes de la mythologie se rendent compte que le récit de la création à Babylone partage les mêmes fondements qu'un mythe récité dans les Andes. Les astronomes décodent les alignements dans les ziggourats et découvrent qu'ils suivent les mêmes cycles qui ont façonné les calendriers de l'Inde ancienne et de la Chine primitive. Et les codes juridiques anciens, sans lien juridique, politique ou idéologique, font toujours écho aux mêmes principes d'ordre cosmique et de justice divine. Ces liens ne sont pas insignifiants, ils sont fondamentaux. Des civilisations aussi différentes que les Babyloniens et les Égyptiens ont aligné leurs temples avec des corps célestes, mais pas au hasard. Les mêmes, souvent avec la même signification symbolique. Ils ont construit des structures en gradins, s'élevant avec une précision géométrique pour relier le monde des dieux et celui des hommes. Ils ont codé leur royauté dans le langage du ciel. Ils ont lié le destin des villes au mouvement des planètes. Et ils ont construit des monuments si précis, si mathématiquement raffinés, que nous débattons encore aujourd'hui de la manière dont ils ont été réalisés. Et plus étrange encore, ils insistent tous, dans leurs textes sacrés, sur le fait que ce savoir ne leur est pas propre. C'est ce mystère qui fascine les gens, l'idée que les plus anciennes civilisations de la Terre ne sont pas simplement apparues, mais qu'elles ont été enseignées. Peut-être pas par des extraterrestres, peut-être pas par des dieux, mais par quelque chose ou quelqu'un dont ils se souvenaient comme venant du ciel. Dans les ruines de Babylone, à l'ombre des pyramides d'Égypte, dans le silence des temples romains abandonnés, on peut encore sentir l'écho d'une idée oubliée. Que la civilisation humaine était censée s'aligner sur quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, comme les rouages d'une machine cosmique.
Et c'est là que commence notre histoire. Dans un monde qui n'avait pas encore de pays, ni de roi, ni de ville sculptée dans la pierre, mais qui avait déjà des mythes sur des êtres descendus pour façonner l'humanité, enseigner les lois, établir l'ordre, puis se retirer, nous laissant construire des civilisations à leur image. C'est le modèle le plus ancien, le fil le plus ancien. Et une fois que vous commencez à le tirer, vous le retrouvez tissé dans toutes les cultures anciennes du monde entier. Pourtant, ce documentaire ne vise pas à prouver l'existence d'un contact extraterrestre, ni à déclarer que tous les exploits anciens auraient été impossibles sans une intervention surnaturelle. Il traite d'un sujet beaucoup plus terre-à-terre et peut-être beaucoup plus troublant. Il s'agit de comprendre pourquoi des civilisations sans lien apparent ont, d'une manière ou d'une autre, construit leur monde en utilisant le même cadre cosmique, les mêmes repères mathématiques, la même hiérarchie divine et le même langage symbolique. Il s'agit de comprendre comment les humains tirent les mêmes réponses de paysages différents, les mêmes mythes de cieux différents et les mêmes rêves architecturaux de sables différents. Et il s'agit de comprendre pourquoi les vestiges qu'ils ont laissés derrière eux, les lois, les temples, les dieux, semblent tous être les morceaux d'une seule et même histoire dispersée à travers les continents. Si nos ancêtres ont vraiment construit leur civilisation de manière indépendante, comment ont-ils pu converger avec autant de précision? Pourquoi les pyramides d'Égypte et les ziggourats de Babylone représentent-elles toutes deux des montagnes sacrées? Pourquoi les dieux de la Mésopotamie à la Mésoamérique partagent-ils des formes et des rôles si familiers? Pourquoi tant de mythes de la création décrivent-ils les humains comme ayant été créés pour servir des êtres supérieurs, des êtres liés aux étoiles, à la lumière, à l'ordre cosmique? Et pourquoi les civilisations du monde entier continuent-elles à intégrer les mêmes chiffres, 12, 60, 72, 360, dans leur calendrier, leur architecture et leur science? Vous êtes sur le point d'entendre les réponses telles qu'elles apparaissent dans les preuves et les possibilités que ces réponses ouvrent. Commençons donc non pas par les pierres, les étoiles ou les lois qui y sont gravées, mais par la première civilisation à avoir transformé le mythe en un modèle pour l'Empire. Suivons le Tigre et l'Euphrate jusqu'à l'origine du temps, vers une terre où les dieux marchaient, où les rois régnaient par mandat céleste et où les tout premiers mystères de la civilisation humaine étaient gravés dans l'argile. Le premier grand modèle au monde a vu le jour à Babylone. Suivons-le jusqu'à cette ville. L'histoire de Babylone ne commence pas avec ses murs, ses jardins ou ses rois. Elle commence avec une vision du monde, la conviction que l'humanité existait au sein d'une hiérarchie cosmique plus vaste et que les lois régissant les cieux régissaient également le destin des villes. Pour comprendre Babylone, il faut comprendre que ses habitants ne se considéraient pas comme les inventeurs de la civilisation, mais comme les héritiers d'un savoir transmis par des êtres plus anciens, plus sages et bien plus puissants que les humains. Ils croyaient que l'univers était structuré, intentionnel, ordonné, et que cet ordre se répercutait vers le bas à travers les dieux, les rois et enfin les hommes. Et au cœur de cette vision du monde se trouvaient les Anunnaki. Il ne s'agissait pas de mythes au sens où nous l'entendons aujourd'hui, ni de personnages caricaturaux ou métaphoriques, mais de véritables forces créatrices dans l'esprit mésopotamien. Des entités qui ont façonné le monde à partir d'argile, insufflé la vie aux humains et transmis l'architecture de la civilisation comme un ensemble d'instructions cosmiques. Les premières tablettes les décrivent non pas comme des divinités lointaines flottant au-dessus des affaires mortelles, mais comme des êtres présents et actifs qui réorganisaient de la nature, donnaient des ordres et déterminaient la légitimité royale. Les Sumériens les décrivaient avec le même sérieux que nous réservons aux personnages historiques. Les Babyloniens ont hérité de ce monde intact. Pour les prêtres qui ont écrit les premiers hymnes, les Anunnaki n'étaient pas des métaphores des étoiles. Ils étaient les auteurs derrière les étoiles. Leurs mouvements déterminaient chaque récolte, chaque guerre, chaque inondation et chaque présage.
leur cours dans les cieux reflétait les cours des rois sur terre. Lorsque Hammurabi a gravé son code de loi dans la pierre, il a affirmé qu'il ne s'agissait pas de sa création. Il a déclaré que Marduk, fils des Anunnaki, le lui avait donné. Ce moment, un roi déclarant que la justice elle-même descendait d'une source cosmique, est devenu le fondement de la société babylonienne. Et il révèle quelque chose d'important sur la façon dont le monde antique percevait l'autorité. Le pouvoir ne venait pas de l'humanité, il descendait du ciel. Et c'est là que le schéma commence à se répercuter bien au-delà de Babylone. L'Égypte croyait que les rois régnaient grâce au Ka, une lignée divine remontant aux dieux qui naviguaient dans les cieux. Les Mayas croyaient que leurs rois héritaient de leur autorité d'êtres célestes, descendus sur des rayons de lumière. Les empereurs chinois revendiquaient le mandat du ciel. Les Incas parlaient des enfants du soleil. Civilisation après civilisation, l'ordre politique était fondé sur quelque chose de céleste. C'est l'un des schémas les plus constants de l'histoire antique. L'autorité descend vers le bas. L'humanité la reçoit. Mais c'est à Babylone que cette idée s'est cristallisée en quelque chose d'étonnamment explicite. On disait que les Anunnaki avaient créé les humains dans un but précis, porter le me, les décrets divins qui structuraient tout, de l'agriculture à la royauté en passant par les mathématiques. Il ne s'agissait pas seulement de règles, c'était des plans cosmiques. L'ordre lui-même était une technologie que les humains ne pouvaient utiliser que s'ils suivaient les instructions laissées par leur créateur. Et cela nous amène au cœur du mystère. Comment une civilisation qui croyait exécuter les ordres d'êtres célestes a-t-elle fini par produire des avancées si avancées qu'elles continuent d'influencer nos vies aujourd'hui? Pourquoi un peuple qui faisait remonter ses origines à des êtres descendus du ciel est-il devenu la première civilisation à écrire des lois, à suivre les planètes, à construire des villes monumentales et à maîtriser les mathématiques à une échelle que le monde n'avait jamais vue? Lorsque les archéologues ont déchiffré les tablettes cunéiformes, ils n'ont pas seulement trouvé des mythes. Ils ont trouvé des tables astronomiques capables de prédire le mouvement des planètes des siècles à l'avance. Ils ont trouvé des calculs utilisant les mathématiques en base 60, le système même que vous utilisez chaque fois que vous regardez une horloge. Ils ont trouvé des cartes stellaires, des textes médicaux, des plans architecturaux et des bibliothèques suffisamment grandes pour stocker l'ADN intellectuel d'une civilisation. Et le plus curieux dans tout cela, ces progrès apparaissent dans un laps de temps remarquablement court. Les civilisations évoluent généralement lentement. Les connaissances s'accumulent par étapes mesurables. Mais en Mésopotamie, le passage des établissements préurbains à de vastes villes comme Babylone s'est produit de manière presque explosive. À un moment donné, l'humanité gardait des troupeaux près des berges des fleuves. L'instant d'après, elle construisait des ziggourats de plusieurs centaines de mètres de haut, traçait les cycles célestes avec une précision mathématique et créait des systèmes bureaucratiques suffisamment complexes pour gérer des empires. Les historiens expliquent cela comme le résultat naturel des excédents agricoles, d'une géographie favorable et des échanges culturels. Mais la rapidité et la sophistication de cette transformation ont quelque chose d'indéniablement étrange, à tel point que même les chercheurs traditionnels qualifient l'ancienne Mésopotamie de berceau de la civilisation, comme si quelque chose d'extraordinaire s'y était produit qui n'avait eu lieu nulle part ailleurs. Et une fois de plus, le schéma s'étend vers l'extérieur. L'ancien empire égyptien apparaît comme pleinement formé, avec une architecture et des mathématiques qui semblent n'avoir aucun prédécesseur en termes de développement. Les Mayas émergent soudainement avec des calendriers avancés et des techniques de construction de pyramides. Dans la vallée de l'Indus, l'urbanisme n'apparaît pas progressivement, mais immédiatement, sous la forme de villes quadrillées et de systèmes d'assainissement sophistiqués. À maintes reprises, les civilisations anciennes réalisent des bonds intellectuels
qui semblent sans commune mesure avec leur point de départ technologique, et dans chacune d'elles, un mythe similaire. Le savoir n'est pas né ici. Les Babyloniens étaient très clairs à ce sujet. Ils attribuaient l'agriculture, l'écriture, l'astronomie, la métallurgie et la royauté à des êtres qui ont précédé l'humanité. Leurs plus anciennes histoires décrivent une époque où les humains vivaient sous le règne direct des Anunnaki, apprenant les techniques de la civilisation, non pas par essai et erreur, mais par instruction, comme si quelqu'un leur avait montré comment construire un monde. Que ces récits reflètent des événements littéraux, une mémoire symbolique ou quelque chose de plus profond sur le plan psychologique, ils véhiculent néanmoins un thème frappant. La civilisation était un don et non une invention. Et cette croyance a façonné la façon dont Babylone se percevait. Ces rois n'étaient pas des innovateurs, mais les gardiens d'un ordre cosmique. Ces prêtres n'étaient pas des astronomes, mais des interprètes du langage du ciel. Ces villes n'étaient pas construites à partir du sol, mais à partir d'un modèle divin. Et c'est là que l'histoire de Babylone commence à se confondre avec celle du reste du monde. Le modèle qu'ils suivaient, celui dont ils affirmaient qu'il venait des cieux, s'avère être le reflet des modèles utilisés par les civilisations à travers le monde. Les chiffres qu'ils privilégiaient trouvent un écho dans les pyramides égyptiennes. Les alignements d'étoiles qu'ils vénéraient réapparaissent dans les temples en Grèce, en Inde et en Amérique. Leurs mythes sur leur descendance d'êtres célestes trouvent un écho dans des cultures séparées par des océans. Et leur croyance, selon laquelle les dieux se sont retirés après avoir enseigné l'humanité, fait écho aux récits de culture allant du Pérou à la Polynésie. Ainsi, en nous plongeant dans l'ascension de Babylone, nous n'explorons pas seulement l'histoire d'un seul empire. Nous suivons le premier fil visible d'une tapisserie mondiale qui s'étend sur plusieurs continents, plusieurs siècles, et peut-être même au-delà de la frontière entre le mythe et autre chose. Suivons ce schéma jusqu'au moment où Babylone devient une puissance sans précédent dans l'histoire du monde. Lorsque Babylone a émergé sous les rois amorites, elle ne s'est pas simplement étendue à travers la Mésopotamie. Elle est entrée dans une destinée qu'elle croyait écrite bien avant que son peuple ne pose la première brique ou ne sculpte la première argile. Chaque tablette ancienne, chaque rituel, chaque loi renvoie à une vision du monde dans laquelle l'humanité n'a pas construit la civilisation à partir de rien. Au contraire, elle a reçu la civilisation d'en haut. Et Hammurabi, plus que tout autre roi, agissait comme si sa mission n'était pas de créer un empire, mais de reconstituer un modèle cosmique qui avait autrefois régné sur le monde. Pour comprendre toute l'importance de l'ascension de Hammurabi, il faut imaginer ce que Babylone représentait pour son peuple. Ce n'était pas simplement une ville. C'était un point de convergence, un lieu où les décrets des Anunnaki étaient censés descendre dans les affaires humaines. Les prêtres enseignaient que Babylone existait parce que les forces divines l'avaient voulu ainsi, et que ces rois étaient choisis non pas en fonction de leur lignée ou de leur conquête, mais en fonction de leur alignement avec ces forces. Ainsi, lorsque Hammurabi commença à étendre l'influence de Babylone, il n'était pas considéré comme un conquérant, mais comme le restaurateur d'un ordre ancien qui s'était fragmenté à travers le pays. Cette croyance a guidé tous les aspects de son règne. Lorsqu'il vainquit des rivaux tels que Larsa et Eshnunna, il présenta rarement ses victoires comme des triomphes militaires. Il les décrivit plutôt comme des actes sanctionnés par les grands dieux, en particulier Marduk, une divinité qui, dans la théologie babylonienne, était directement liée à l'autorité des Anunnaki. Chaque ville qu'il absorbait n'était pas simplement annexée. Elle était réintégrée dans la structure cosmique que Babylone croyait incarner. L'expansion n'était pas une ambition, c'était une obligation. Et le plus troublant, c'est à quel point ce schéma est familier dans des civilisations qui ne se sont jamais rencontrées. Les pharaons égyptiens affirmaient restaurer Maat, l'équilibre cosmique établi par les dieux à l'aube de la création.
Les empereurs chinois insistaient sur le fait qu'ils unifiaient leur royaume, parce que le ciel exigeait que la société humaine reflète l'harmonie céleste. Les souverains incas croyaient qu'ils reconstituaient le monde conçu par Viracocha, l'être céleste qui avait façonné les montagnes et les rivières avant de disparaître. Partout où nous regardons, les mythes de l'ascension des empires présentent les rois non pas comme des agresseurs, mais comme des réorganisateurs, des humains qui tentent de reconstruire quelque chose de plus ancien, de plus grand et de cosmiquement ordonné. La version babylonienne de ce système de croyances n'était pas métaphorique. Ils l'ont consigné dans des milliers de tablettes. Ils l'ont gravé dans des inscriptions monumentales. Ils l'ont sculpté sur la célèbre stèle d'Hammurabi, le monolithe de diorite noir où le roi se tient devant Shamash, le juge divin qui lui remet le sceptre et l'anneau de l'autorité. Le message est sans équivoque. La loi n'est pas humaine. La justice n'est pas humaine. L'ordre n'est pas humain. Ces choses ont été données. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Le code de loi de Hammurabi n'était pas simplement une liste de punitions. Il révélait une société organisée avec précision. Contrats, droits de propriété, réglementation commerciale, protections agricoles, pratiques bancaires, responsabilités médicales, normes de construction, tout cela articulé d'une manière qui semble étonnamment moderne, trop moderne. C'est comme si les Babyloniens avaient fait un bond en avant en matière d'ingénierie sociale, contournant les étapes de développement chaotique que d'autres sociétés primitives ont dû traverser. Même la structure bureaucratique créée par Hammurabi fait écho à la sophistication de civilisations beaucoup plus tardives. Les chercheurs s'émerveillent de la rapidité avec laquelle Babylone a normalisé les poids et mesures, centralisé la fiscalité, organisé la main-d'œuvre et mis en place des infrastructures d'irrigation sur de vastes territoires. Et pourtant, Hammurabi n'a jamais revendiqué la paternité de ce système. Il affirmait mettre en œuvre quelque chose de plus ancien, quelque chose qui avait été révélé. Une fois encore, cela fait écho à l'Égypte, dont les plus anciens systèmes administratifs connus ne semblent pas être apparus progressivement, mais sous une forme achevée. Cela fait écho à la vallée de l'Indus, où l'urbanisme a émergé instantanément à une échelle qui ne sera pas reproduite avant des millénaires. Cela fait écho aux Mayas, dont les systèmes calendaires et les alignements architecturaux sont apparus avec une complexité soudaine et époustouflante. Le même schéma se répète sans cesse. Des avancées soudaines, une justification cosmique et un lien avec une race enseignante ou une autorité venue du ciel. Mais c'est à Babylone que ses fils deviennent suffisamment visibles pour être saisis. L'empire de Hammurabi est le moment où la mythologie, les mathématiques, l'astronomie et la gouvernance fusionnent en une seule vision du monde. La civilisation s'écoule vers le bas et non vers le haut. Les humains manifestent ce que les cieux décrètent. Et plus on examine les réalisations de Babylone, plus on constate qu'elles s'alignent de manière étrange avec les découvertes émergeant dans d'autres cultures anciennes, à des milliers de kilomètres de là. Prenez les archives astronomiques de Babylone. Observation détaillée des cycles de Vénus, des phases lunaires, des éclipses et des mouvements planétaires. Elles apparaissent des siècles avant des archives similaires en Grèce, en Chine ou en Inde. Et pourtant, chacune de ces cultures finit par développer ses propres connaissances sophistiquées sur les étoiles, affirmant souvent qu'elles trouvent leur origine dans des enseignements divins ou un héritage cosmique. Prenez les mathématiques, la base 60, étonnamment flexible et toujours présente aujourd'hui dans nos horloges, nos boussoles et notre géométrie. Pas de prototype, pas de lignée de développement. Elle arrive pleinement fonctionnelle. Prenez l'architecture, les ziggourats, dont la structure en couches servait non seulement de temple, mais aussi d'échelle cosmique, conçue pour refléter les cieux à plusieurs niveaux, décrits dans les tablettes les plus anciennes. Ce concept réapparaît dans les pyramides à degrés d'Égypte, puis dans l'architecture mésoaméricaine, puis dans les cultures de construction de monticules d'Amérique du Nord.
Des continents différents, une même idée, s'élever vers les cieux grâce à une architecture qui code la cosmologie. Et prenez les histoires, les mythes des êtres célestes qui façonnent les humains à partir d'argile, leur enseignent les sciences, puis se retirent après un âge d'or. Ces histoires se répètent à travers le monde avec une cohérence troublante, non pas dans les détails, mais dans leur structure. Le schéma est toujours le même. C'est pourquoi Babylone est si importante pour notre voyage. Ce n'est pas seulement une civilisation parmi tant d'autres, c'est l'une des fenêtres les plus claires sur un schéma qui apparaît partout où nous regardons. Et en examinant l'ascension d'Hammurabi à travers ce prisme, nous commençons à voir quelque chose d'audacieux. La possibilité que ces civilisations n'aient à pas inventer indépendamment la mythologie, les mathématiques et l'architecture, mais qu'elles se soient dopées d'un roi souvenu indépendamment de quelque chose qui était autrefois partagé, quelque chose qui était autrefois connu. Et maintenant, alors que Babylone passe du statut de cité-État à celui de puissance mondiale, les mystères ne font que s'épaissir. Car la vision cosmique du monde ne s'estompe pas, elle s'intensifie. Et à mesure que nous nous rapprochons de l'âge d'or de l'Empire, les liens avec d'autres cultures anciennes deviennent plus nets, plus précis et beaucoup plus difficiles à rejeter comme une coïncidence. La pierre s'élève comme un ordre figé, haute, sombre, inflexible. Un seul bloc de diorite extrait de montagnes lointaines, poli jusqu'à obtenir un éclat d'obsidienne et sculpté si profondément que les marques reflètent encore la lumière près de 4000 ans plus tard. Au sommet se trouve un roi, debout dans une posture humble, devant un personnage assis dont la couronne à cornes le désigne sans équivoque comme divin. Et en dessous d'eux, des milliers de lignes d'acadiens anciens, gravées avec la patience d'une civilisation déterminée à fixer ses lois, non pas dans la mémoire, ni dans des parchemins, mais dans la permanence de la pierre. Il s'agit du code de Hammurabi, et pendant la majeure partie de l'histoire, il a été décrit de manière incorrecte et incomplète comme rien de plus qu'un système juridique primitif. Mais quand on y regarde de plus près, quand on écoute la vision du monde codé dans la pierre, quelque chose d'extraordinaire émerge. Il ne s'agit pas simplement d'une liste de crimes et de punitions. Il s'agit d'une proclamation selon laquelle la justice elle-même descend du ciel, que l'ordre du cosmos est l'ordre du royaume, que les humains n'inventent pas la moralité. Ils en héritent. Et cette idée, étonnamment, n'est pas propre à Babylone. Les lois gravées sur la stèle d'Hammurabi ne commencent pas par des clauses juridiques. Elles s'ouvrent sur un cadre cosmique. Les dieux, Anu et Enlil, ont eux-mêmes chargé Marduk de mettre de l'ordre dans le monde, et Marduk a ensuite chargé Hammurabi de rendre la justice visible sur la terre. Il s'agit d'une chaîne de commandements allant du ciel au trône, écrite comme si le roi babylonien n'était que l'exécuteur terrestre d'un plan beaucoup plus ancien et plus élevé. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ce n'était pas un roi qui disait « Voici mes règles ». C'était un roi qui déclarait « Voici l'architecture de l'univers et je nous aligne sur celle-ci ». Lorsque les Babyloniens franchissaient les portes de leur ville, sous les lions d'Ishtar et les dragons de Marduk, ils n'entraient pas dans un royaume fondé sur la volonté humaine. Ils croyaient entrer dans un monde ordonné à l'image des cieux. Les lois n'étaient pas seulement politiques, elles étaient cosmologiques. Et c'est là que le mystère commence à s'élargir. Car à 800 km au sud-ouest, le long du Nil, une autre civilisation avait construit toute sa vision du monde autour d'un principe étrangement similaire au mandat divin de Hammurabi. Les Égyptiens l'appelaient Ma'at. Ma'at n'était pas simplement la justice. C'était la trame même de la réalité. L'harmonie, l'équilibre, la justesse cosmique. Un univers accordé comme un instrument de musique. Le pharaon n'était pas tant un législateur qu'un gardien de la loi, un gardien veillant à ce que l'Égypte reste alignée avec la structure du cosmos. Lorsqu'un pharaon échouait, on croyait que la terre elle-même vacillait. Les inondations arrivaient en retard.
Les étoiles dérivaient de leurs positions attendues. Le désordre s'insinuait dans la vie humaine. Deux civilisations, séparées par des déserts, des langues et des dieux, affirmaient toutes deux que l'autorité ne venait pas d'en bas, mais descendait d'en haut. Puis le schéma se répète. Au mont Sinaï, où un peuple plus tardif a consigné le moment où la loi morale a été transmise, non pas par le débat ou la tradition, mais depuis le sommet d'une montagne enveloppée de feu et de nuages. Chez les Hittites, qui affirmaient que leur code juridique provenait directement du dieu de la tempête. Chez les premiers penseurs grecs, qui croyaient que la justice existait dans les cieux bien avant que l'humanité ne la reconnaisse. Même à Rome, où les juristes soutenaient que la loi naturelle, ius natural, était universelle parce qu'elle reflétait l'ordre des étoiles. Des cultures indépendantes, des mythologies différentes, des langues différentes, pourtant, la même structure de pensée se répète. La loi comme reflet de l'ordre cosmique. Voici le mystère le plus profond. Pourquoi ? Aucune preuve archéologique ne suggère une transmission directe du code de Hammurabi en Égypte. Aucun échange entre scribes n'explique pourquoi les premières traditions hébraïques, hittites, puis grecques, ont présenté la justice comme quelque chose de céleste. Et pourtant, elles convergeaient toutes vers l'idée que la moralité n'est pas seulement une construction sociale, elle est tissée dans l'univers lui-même. Soit cette idée a émergé spontanément à plusieurs endroits, soit elle répondait toutes à quelque chose de plus ancien que leur civilisation, quelque chose de partagé, quelque chose dont elles se souvenaient. Certains chercheurs suggèrent que les sociétés anciennes, observant les mouvements du ciel, planètes, étoiles, éclipses, cycles, voyaient dans le ciel une sorte de perfection qu'elles aspiraient à refléter. La vie humaine était chaotique, le ciel était ordonné. La solution était donc simple, faire de la société humaine une imitation du ciel. Mais il existe un autre point de vue, plus troublant. Les premiers mythes de Mésopotamie décrivent des conseils de Dieu se réunissant dans les cieux, édictant des décrets sur la manière dont les humains doivent vivre. Les premiers textes égyptiens décrivent des dieux établissant Maat au moment de la création et enjoignant aux souverains de la maintenir de génération en génération. Des traditions plus tardives parlent de messagers divins descendant avec des commandements, des codes et des règles sacrées. Une fois dépouillé de toute métaphore, le schéma est indéniable. Les cultures anciennes croyaient que quelqu'un ou quelque chose leur avait enseigné comment vivre. Cela ne signifie pas pour autant que des extraterrestres aient sculpté la stèle d'Hammurabi. Mais cela signifie que le concept de loi venue du ciel n'est pas une bizarrerie. C'est un motif si persistant, si répandu, qu'il exige une explication. Et lorsque l'on superpose ces traditions sur la carte, Babylone, Égypte, Grèce, Israël, Rome, on commence à les voir non pas comme des moments isolés, mais comme les fragments d'un récit commun. Une histoire dans laquelle les humains reçoivent une structure, un ordre et une moralité provenant d'une source qui les dépasse. Mais c'est là que le mystère s'épaissit encore davantage. Le code de Hammurabi contient des chiffres, 360, 60, des multiples de 12, qui apparaissent pas de plus tard, non seulement dans l'astronomie babylonienne, mais aussi dans l'architecture égyptienne, les mathématiques grecques, la mesure du temps romaine, et même dans des structures construites à l'autre bout du monde. Pourquoi ces chiffres réapparaissent-ils sur tous les continents ? Pourquoi des civilisations qui se sont développées indépendamment les unes des autres s'alignent-elles sur les mêmes rythmes mathématiques ? Certains parlent de coïncidence, d'autres évoquent l'aspect pratique, mais d'autres posent une question différente. Ces chiffres étaient-ils considérés comme sacrés parce qu'ils correspondaient à quelque chose dans le ciel que les anciens croyaient et peut-être ont réellement expérimenté comme le modèle même de l'ordre? Le code de Hammurabi est un monument à un moment où une société croyait s'aligner sur un cadre cosmique. Mais ce n'est que la première pièce du puzzle. Car bientôt, les Babyloniens allaient codifier non seulement la moralité, mais aussi les mathématiques. Et là,
le modèle commence à se répandre bien au-delà de la Mésopotamie, dans un réseau de civilisations séparées par les océans, mais unies par des chiffres qui semblent retracer la même architecture invisible. Suivons ce fil conducteur. Les chiffres sont les suivants. La première fois qu'un être humain a enfoncé un stylet en roseau dans de l'argile humide et a inscrit un chiffre, il ne comptait pas simplement ses moutons ou ne suivait pas simplement ses récoltes. Il s'agissait de figer un moment de compréhension, une tentative de capturer quelque chose d'abstrait, d'invisible, et de l'ancrer dans le monde physique. Et aucune civilisation antique n'a fait cela avec plus de précision, plus d'ambition ou plus d'impact durable que les Babyloniens. La plupart des gens connaissent Babylone pour ses mythes et ses rois. Mais son plus grand héritage n'est peut-être pas Hammurabi, Marduk, ou les légendaires jardins suspendus. Il s'agit peut-être de quelque chose de beaucoup plus discret, une façon de penser, une approche des nombres si avancée, si étrangement élégante, que les mathématiciens modernes s'en émerveillent encore aujourd'hui. Et cela commence par un système différent de tout ce que nous utilisons aujourd'hui. La base, c'est 100. Pourquoi 60 ? Pourquoi pas 10, le nombre de doigts avec lesquels nous comptons ? Ou 5 ? Ou 20, comme les Mayas ? Pourquoi 60, un nombre étrangement spécifique qui se situe juste au-delà des limites de l'intuition humaine quotidienne ? Parce que 60, comme l'ont découvert les Babyloniens, est divisible par 2, 3, 4, 5 et 6. C'est l'équivalent numérique d'un instrument parfaitement accordé, riche en harmoniques, flexible, capable d'exprimer des fractions avec une précision extraordinaire. Dans un monde sans calculatrice, la base 60 n'était pas seulement astucieuse, elle était révolutionnaire. Et elle s'est répandue discrètement, obstinément, à une échelle inimaginable, nos minutes, nos secondes. Les 360 degrés de chaque cercle que nous dessinons. Ce sont là les empreintes babyloniennes. Les échos d'un système conçu il y a près de 4 millénaires, qui continue de façonner les rythmes du temps et de la géométrie humain. Mais il ne s'agit pas seulement d'un système de numérotation ingénieux. Il s'agit de ce que les Babyloniens ont fait avec. Imaginez une tablette d'argile remplie de triangles disposés selon des motifs répétitifs, soigneusement élaborés. Des chiffres qui ne représentent pas des histoires, mais des algorithmes. Ces tablettes comprennent des racines carrées et des racines cubiques. Elles comprennent des méthodes pour résoudre des équations du second degré. Elles comprennent ce que certains chercheurs appellent les premières tables trigonométriques. En 2017, des chercheurs ont réanalysé une tablette babylonienne connue sous le nom de Plimpton 322. Ce qu'ils ont découvert a stupéfié la communauté mathématique. Un tableau de triplets pythagoriciens, vieux de 3700 ans, précis, systématique et bien plus ancien que tout ce qui est attribué à Pythagore lui-même. Une prouesse mathématique cachée à la vue de tous, écrite par des scribes plusieurs siècles avant que la Grèce n'entre dans son âge d'or. Il ne s'agissait pas d'une société primitive en quête de connaissances. Il s'agissait d'une civilisation qui décodait les règles sous-jacentes de la réalité à l'aide d'argile, de roseaux et d'une curiosité sans faille. Et c'est là que le mystère commence à s'élargir à nouveau, car tandis que Babylone construisait son monde intellectuel à partir de connaissances géométriques et de symétrie numérique, l'Égypte, à des centaines de kilomètres de là, construisait des structures qui reposaient exactement sur les mêmes connaissances. Les Égyptiens n'ont pas gravé la trigonométrie dans l'argile. Ils ont gravé son application dans la pierre. Regardez la grande pyramide. Son angle d'inclinaison, ses proportions, son alignement sur les points cardinaux. Tout repose sur les mêmes relations numériques que celles codées par les Babyloniens. Les Égyptiens utilisaient un système d'écriture différent, des outils mathématiques différents. Mais les ratios se font écho. La même harmonie des nombres apparaît encore et encore. Comment un monde basé sur la base 60 et un monde basé sur la géométrie peuvent-ils tous deux converger vers un système de 360 degrés, 12 divisions,
60 subdivisions, des angles sacrés et des symétries répétitives. La première explication est simple. Les humains du monde antique levaient les yeux vers le ciel. Ils observaient les cycles célestes, 12 lunes par an, la trajectoire circulaire des étoiles, la récurrence des saisons. Ils utilisaient des nombres qui correspondaient au monde qu'ils observaient. Mais la deuxième explication est plus étrange, car ces mêmes nombres apparaissent également dans des cultures qui n'avaient aucun contact avec Babylone ou l'Égypte. Les Mayas ont construit leur calendrier autour de cycles de 20 et 18, produisant une année de 360 jours. Les constructeurs andins de Tiwanaku ont intégré les alignements des solstices et les cycles lunaires dans leurs mégalithes en utilisant des divisions qui reflètent 12 et 60. Les sites mégalithiques en Grande-Bretagne utilisent une géométrie à 360 degrés bien avant toute transmission mathématique supposée provenant du Proche-Orient. Cela signifie-t-il qu'il y avait un point d'origine unique, une culture préhistorique dont les connaissances se sont répandues à travers les continents bien avant l'histoire écrite? Ou cela signifie-t-il que les êtres humains partout dans le monde ont senti que ces nombres n'étaient pas arbitraires, mais codés dans la nature elle-même? Certaines tendances apparaissent trop souvent pour être ignorées. Lorsque l'on examine les traditions astronomiques à travers le monde antique, de la Mésopotamie à l'Égypte, de la Mésoamérique à la Chine, on retrouve les mêmes obsessions récurrentes, cycle de 12, géométrie de 360, nombre de précessions tels que 72, 108, 2160. Des nombres liés non pas à la commodité, mais à la mécanique du ciel. Et Babylone ne se contentait pas d'observer ces cycles. Elle les prédisait. Sur des tablettes d'argile découvertes près de l'Irak actuel, les chercheurs ont trouvé des enregistrements du mouvement de Vénus suivis avec une régularité étonnante. Les Babyloniens ont remarqué des schémas dans les rétrogradations planétaires, le moment des éclipses et les intervalles entre les événements célestes. Ils ont construit des modèles mathématiques, rudimentaires selon les normes modernes, mais brillants selon les normes anciennes, qui permettaient de prévoir les mouvements célestes avec une précision surprenante. C'est une chose d'observer le ciel, c'en est une autre de le comprendre suffisamment bien pour prédire son avenir. Et c'est encore un autre mystère que des cultures séparées par les océans et les âges aient construit leur propre système de prédiction en utilisant les mêmes repères célestes. Comment les empreintes numériques de Babylone ont-elles fini par être codées dans les temples égyptiens, les calendriers mayas, les cartes stellaires chinoises et même les géométries de l'Inde ancienne? Certains parlent de routes commerciales, d'autres parlent d'inventions parallèles. Mais il existe une troisième possibilité, évoquée dans les mythes de presque toutes les cultures anciennes. Le ciel lui-même leur aurait enseigné que la connaissance venait d'en haut, que les dieux ou les ancêtres ou les observateurs avaient apporté avec eux le plan du cosmos, que les humains avaient ensuite traduit en argile, en pierre et en roues calendaires. Que ces mythes soient des métaphores ou des souvenirs est une question à laquelle aucun archéologue ne peut répondre complètement. Mais le schéma est réel. À travers les continents et les civilisations, les humains continuent de rechercher les mêmes clés numériques, comme s'ils essayaient de déverrouiller la même structure cachée derrière la réalité. Et l'indice le plus intrigant est peut-être celui-ci: lorsque Babylone est tombée, ses chiffres ont survécu. Ses tablettes se sont brisées, ses igouras se sont effondrés, ses bibliothèques ont brûlé, mais ses idées numériques se sont répandues comme des fissures à la surface du temps. Elles se sont mélangées aux mathématiques des Grecs, puis des Romains, puis des érudits de l'âge d'or islamique, et finalement au tissu du monde moderne. L'Empire a disparu. Les chiffres ont survécu. Le schéma s'est poursuivi. Et c'est l'histoire que nous devons suivre aujourd'hui, car si Babylone a disparu en tant que puissance politique,
Ses mythes, ses symboles et sa vision cosmique du monde se sont répandus bien au-delà de ce que ses armées avaient jamais atteint. La chute vient ensuite. Les civilisations ne tombent pas comme les bâtiments. Elles ne s'effondrent pas instantanément dans un nuage de poussière. Elles s'éteignent, elles se fracturent, elles s'érodent de l'intérieur bien avant qu'une force extérieure ne franchisse leurs murs. Et si vous vous étiez tenu à Babylone au cours de ces derniers siècles, si vous aviez marché dans sa large avenue processionnelle, franchi la porte d'Ishtar, observé les prêtres entretenant les feux à l'ombre des ziggourats, vous n'auriez jamais soupçonné que cette ville scintillante, ce cœur d'un empire, commençait déjà à se désagréger. Le déclin de Babylone n'a pas commencé avec les épées. Il a commencé avec quelque chose de beaucoup plus ordinaire, l'instabilité. Après la mort de Nabuchodonosor II, le roi qui a reconstruit la ville pour en faire un monument à l'ambition impossible, Babylone est entrée dans une longue période crépusculaire marquée par des dirigeants faibles et des allégeances changeantes. Trop de rois en trop peu de temps, trop de luttes intestines, trop de tentatives pour s'emparer du trône, trop peu d'unité qui liait autrefois le peuple de Babylone. L'empire était vaste. La bureaucratie était lourde. L'économie peinait à soutenir ses armées et ses monuments. Les systèmes d'irrigation qui alimentaient autrefois les terres ont commencé à se détériorer. Les routes commerciales sont devenues vulnérables. Les agriculteurs ont souffert. Les temples ont perdu leurs revenus. La confiance s'est érodée. Et dans la Mésopotamie antique, lorsque la confiance s'érode, la faveur des dieux s'érode également. Du moins, c'est ainsi que le peuple le comprenait. Une ville qui croyait autrefois que ses divinités marchaient à ses côtés semblait soudainement abandonnée. Les présages étaient remis en question, les rituels mal interprétés, les prophéties invoquées puis oubliées. Les récits qui guidaient autrefois Babylone se transformaient peu à peu en mythes, non pas disparus, mais simplement flous, comme des constellations perdant leur forme dans un ciel nuageux. C'est souvent à ce moment-là que les empires tombent, non pas au plus fort de la bataille, mais dans le calme qui la précède, lorsque personne ne remarque que les fondations sont déjà en train de se fissurer. Puis vint Cyrus. Lorsque l'empire perse s'éleva à l'est, Babylone n'était plus la force imparable qu'elle avait été autrefois. Pourtant, lorsque Cyrus le Grand marcha vers la ville en 539 avant Jésus-Christ, il n'y eut pas de grand affrontement glorieux. Il n'y eut pas de dernière résistance héroïque. Selon plusieurs récits, l'armée de Cyrus entra dans Babylone sans combattre. La ville, autrefois puissante, affaiblie de l'intérieur, s'ouvrit simplement. Et c'est ainsi que l'empire babylonien prit fin. Non pas dans un feu d'artifice de destruction, mais dans une capitulation silencieuse. Mais c'est là que l'histoire devient étrange. Car si Babylone en tant que puissance politique s'est effondrée, Babylone en tant qu'idée n'a pas disparu. Elle s'est répandue. Elle a changé de forme. Elle a migré vers de nouveaux esprits, de nouvelles cultures, de nouvelles écritures, de nouvelles langues. L'empire physique a disparu, mais ses histoires ont survécu. Les mythes du déluge, les conseils divins, les lois cosmiques, les dieux façonnant les humains à partir d'argile, ces idées n'ont pas disparu avec les murs de Babylone. Elles ont refait surface dans les cultures ultérieures, comme si elles étaient inscrites dans l'imaginaire humain lui-même. La Bible hébraïque a absorbé les motifs babyloniens pendant l'exil. Les penseurs grecs ont adopté les concepts astronomiques mésopotamiens. Plus tard, les érudits islamiques ont préservé et développé les idées mathématiques babyloniennes. Même Rome, des siècles plus tard, s'est inspirée de l'imagerie babylonienne pour façonner sa propre identité impériale. Les civilisations meurent, leurs modèles, non. Et ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est la façon dont la vision du monde babylonienne se fond parfaitement avec la pensée égyptienne, bien que les deux civilisations aient évolué dans des paysages différents, sous des dieux différents, avec des structures politiques différentes.
La Mésopotamie racontait des histoires de création émergeant des eaux chaotiques. L'Égypte racontait des histoires de création émergeant d'un déluge primordial. Babylone décrivait un conseil divin de Dieu dirigé par Marduk. L'Égypte avait son Énéade, son Ogdoad, ses rassemblements cosmiques de divinités. Babylone construisait des ziggourats comme des escaliers entre la terre et le ciel. L'Égypte construisait des pyramides de formes différentes, mais avec le même objectif. C'est comme si la chute du pouvoir politique d'une culture avait agi comme un mécanisme de libération de ses idées les plus profondes, leur permettant de s'infiltrer à travers les frontières, les époques et les systèmes de croyances, infectant l'ADN mythique des civilisations qui ont suivi. Et cela devient encore plus étrange, car bon nombre des mythes qui ont survécu à la chute de Babylone sont les mêmes mythes qui réapparaissent à travers le monde dans des cultures qui n'auraient jamais dû échanger un seul mot entre elles. Un déluge primordial, un monde formé à partir du chaos. Des êtres humains façonnés ou guidés par des entités venues du ciel. Des êtres divins se réunissant en conseil. Le cosmos structuré autour de l'ordre contre le chaos. Des montagnes ou des tours construites comme des ponts vers les cieux. Ces schémas ne sont pas propres à Babylone. Ils forment une tapisserie, une structure répétitive tissée à travers l'Égypte, Sumer, le Levant, la Grèce, la vallée de l'Indus, les Mayas, les Andes et au-delà. C'est comme si certains modèles mythiques étaient trop puissants pour mourir, trop profondément ancrés pour disparaître. Même lorsque les empires tombent, les histoires migrent, s'adaptant à de nouveaux noms, de nouveaux dieux, de nouvelles époques. Pourquoi ? Une explication est la simple transmission culturelle, les routes commerciales, les voyageurs, la diffusion. Les histoires se propagent, sont racontées à nouveau, adaptées, absorbées. Mais une autre explication est plus difficile à écarter. Peut-être que ces mythes survivent parce qu'ils décrivent quelque chose de fondamental, d'universel, que les cultures anciennes tentaient toutes de saisir dans le seul langage dont elles disposaient, les symboles, les récits et les métaphores. Lorsque Babylone est tombée, elle n'a pas seulement laissé des ruines derrière elle. Elle a laissé un modèle, un ensemble d'idées, de symboles, de chiffres et de mythes qui ont continué à résonner dans le monde antique longtemps après que la ville elle-même ait cessé d'avoir de l'importance. L'Égypte allait absorber et réinterpréter ces motifs. La Grèce allait les intellectualiser, Rome allait les transformer en armes, les religions ultérieures allaient les spiritualiser, et les chercheurs modernes allaient les mythifier à nouveau, voyant dans leurs fragments un système perdu, un plan caché reliant toutes les civilisations anciennes à travers le temps. C'est là que nous allons maintenant porter notre attention, non seulement sur l'Égypte en tant que civilisation, mais aussi sur l'Égypte en tant que prochain grand vecteur de ce modèle antique. La prochaine civilisation, qui a repris l'idée de l'ordre cosmique et l'a gravée dans la pierre avec une précision mathématique obsessionnelle. Babylone a disparu, mais ses échos se propagent vers l'ouest, vers le Nil, où un autre royaume s'apprêtait à naître, et à reprendre, sans le savoir, l'ancien modèle sous une nouvelle forme. Et c'est là que notre chemin nous mène ensuite. Si Babylone a été construite entre deux fleuves, l'Égypte a été construite le long d'un seul. Une seule ligne de vie, fine comme un fil vu du ciel, traversant en ligne droite un monde de sable rouge brûlant. Les anciens l'appelaient Iterou, nous l'appelons le Nil. Et sans lui, il n'y aurait pas eu de pyramide, pas de pharaon, pas de dynastie durant des millénaires. Dans un monde où tant de cultures anciennes ont vu le jour et ont disparu en quelques siècles, l'Égypte perdure. Elle perdure si longtemps que même le temps semble s'y plier. Pour les Égyptiens, pour le peuple de Kémet, le Nil était plus qu'un fleuve. C'était l'axe du cosmos. Une frontière vivante entre la terre noire fertile et la mort rouge du désert, entre l'ordre et le chaos, entre l'éternité et l'oubli. Il n'était pas simplement une source d'eau,
mais un plan divin inscrit dans le paysage lui-même. Et ce que Babylone exprimait à travers des tablettes d'argile, l'Égypte l'exprimait à travers des rituels, l'architecture et la mémoire. Kemet s'organisait de la manière dont on imaginait que le cosmos lui-même était organisé, une ligne centrale, un flux cyclique, un rythme entre la création et la destruction. Chaque année, le fleuve gonflait et se retirait. Chaque année, la terre renaissait. Et chaque année, le peuple reproduisait ce cycle à travers des cérémonies, des mythes et l'autorité royale. Si vous regardiez l'Égypte avec un regard neuf, libéré des préjugés modernes, vous verriez la structure indéniable d'une civilisation planifiée. Pas nécessairement planifiée par des extraterrestres ou des entités divines, mais par des esprits profondément convaincus que le monde a une structure, une harmonie, une géométrie qui doit se refléter sur Terre pour assurer la survie. Tout comme en Mésopotamie. Car ici aussi, nous retrouvons les mêmes éléments fondamentaux du modèle antique. Un fleuve sacré, un souverain légitimé au niveau central, un conseil divin, un système cosmique d'ordre, et une architecture qui s'élève vers les cieux en pierre. Même si l'Égypte et Babylone vivaient dans des environnements radicalement différents, leur civilisation se comporte comme des sœurs. Toutes deux structurent dans le monde autour d'un fleuve, source de vie. Toutes deux définissent leur capitale comme un point liminal entre l'humanité et le divin. Toutes deux représentent leurs rois comme les représentants de l'autorité céleste. Toutes deux imaginent que l'ordre, Ma'at en Égypte, Me à Sumer, doit être maintenu contre le chaos. Ce reflet devient encore plus intrigant lorsque l'on examine la façon dont les Égyptiens percevaient leurs propres origines. Ils croyaient que la création avait commencé avec un monticule de terre unique émergeant des eaux du chaos, presque identique aux mythologies mésopotamiennes qui décrivent la terre émergeant de la mer cosmique. Ce monticule est finalement devenu le fondement symbolique des pyramides et des plateformes des temples. Les Égyptiens ont construit les premières métaphores architecturales de la création elle-même, des versions en pierre de ce monticule primordial. Et puis il y a le pharaon. En Mésopotamie, les rois revendiquaient souvent leur légitimité auprès des dieux qui leur accordaient leur destin, leurs ordres ou les symboles du pouvoir. Mais en Égypte, le pharaon était divin. Son autorité ne lui était pas conférée par les dieux. Il était l'incarnation d'Horus, le lien vivant entre le royaume céleste et le royaume des mortels. Son devoir, avant tout, était de maintenir Mat, l'équilibre cosmique qui maintenait l'univers. Cette importance accordée à l'ordre cosmique n'est pas seulement politique, elle est structurelle. Elle est mathématique, elle est architecturale. Et c'est là un autre point commun avec l'obsession de Babylone pour les modèles célestes. Mais les parallèles ne s'arrêtent pas là. Lorsque l'on étudie les archives administratives de Kemet, compte méticuleux des céréales, des impôts, de la main-d'œuvre, des offrandes au temple, on découvre une bureaucratie qui rivalise avec la complexité de celle de Babylone. Les scribes d'Égypte étaient aussi essentiels au fonctionnement de l'État que les fabricants de tablettes de Babylone. Les deux civilisations dépendaient de la mémoire écrite pour se maintenir. Toutes deux considéraient l'écriture comme un don des dieux, Nabu en Mésopotamie et Thoth en Égypte. Toutes deux croyaient que la connaissance elle-même était divine. Pourtant, malgré ces similitudes, chaque culture exprimait sa vision cosmique du monde à travers des langages artistiques différents. Babylone gravait ses mythologies sur des tablettes d'argile et érigeait des ziggourats à plusieurs niveaux. L'Égypte gravait sa cosmologie dans des reliefs en pierre, peignait des tombes et construisait des pyramides dont les dimensions, les angles et les alignements suggèrent un niveau de conception intentionnel bien au-delà des besoins purement pratiques. Les mystères de l'Égypte, son architecture monumentale, son art symbolique, sa précision astronomique, ne sont pas apparus de nulle part. Ils s'inscrivent dans une lignée, un fil conducteur qui remonte aux anciennes traditions mésopotamiennes
mais qui s'est adapté à un nouvel environnement, un nouveau fleuve, une nouvelle vision du monde. À bien des égards, l'Égypte a hérité du modèle de base et l'a réinterprété avec une ambition sans pareille. Mais c'est là que réside l'énigme la plus profonde. Pourquoi deux civilisations avec des langues, des climats et des histoires politiques différents convergent-elles si naturellement vers le même système conceptuel? Ordre cosmique venu d'en haut, représentation architecturale de la création, souverain en tant que médiateur divin, société organisée autour d'un axe sacré? Est-ce simplement la manière dont les premiers esprits humains ont imposé une structure au chaos de la nature? Ou ces cultures ont-elles préservé des fragments d'une histoire commune beaucoup plus ancienne, antérieure à l'écriture, à l'agriculture, aux villes elles-mêmes? Car lorsque l'on prend davantage de recul, un nouveau type de mystère commence à prendre forme. La civilisation égyptienne n'est pas seulement un miracle isolé, elle est un nœud dans un schéma mondial. À travers les continents et les millénaires, les cultures anciennes continuent de construire leur monde autour des mêmes symboles, de la même géométrie, de la même obsession d'aligner la terre et le ciel. L'Égypte en est l'un des exemples les plus visibles, mais elle n'est pas la seule. Cependant, avant d'explorer l'architecture commune de ce modèle mondial, nous devons examiner de plus près ce que l'Égypte a construit, car c'est là que Babylone et Kémet se rejoignent le plus clairement, dans la pierre, dans les mathématiques, dans la construction de montagnes artificielles conçues pour relier l'humanité au ciel. Le prochain chapitre de notre voyage nous emmène vers les architectures de l'ascension, vers les ziggourats et les pyramides, vers l'impulsion humaine commune, observée dans les cultures de la Mésopotamie à l'Égypte, en passant par les Amériques, de construire des structures qui servent d'escalier vers les étoiles. Et c'est là que le plan devient indéniable. Si vous vous tenez devant une pyramide en Égypte, puis devant une ziggourate dans l'ancienne Mésopotamie, vous remarquerez quelque chose d'étrange que les chercheurs ont tendance à considérer comme une coïncidence, mais qu'ils n'expliquent jamais de manière tout à fait convaincante. Deux civilisations, séparées par des déserts, des langues et des paysages totalement différents, ont toutes deux décidé que la meilleure façon d'atteindre le divin était de construire une montagne. Pas un temple, pas un palais, une montagne. Une élévation artificielle massive qui s'élève d'une terre plate comme une impossibilité géologique. Dans les deux mondes, les pierres pointent vers le haut, vers le royaume des dieux. Dans les deux mondes, la hauteur est synonyme de sainteté. L'ascension est une révélation et l'élévation est le lieu de rencontre entre la terre et le ciel. Pourquoi? Pourquoi les humains de tous les continents continuent-ils à recréer la même idée? C'est l'équation de la pierre, la croyance ancienne et apparemment universelle, selon laquelle plus on s'élève vers les cieux, plus on se rapproche de la source du pouvoir, de la création et du sens. Mais en y regardant de plus près, les schémas se précisent. Les ziggourats mésopotamiennes n'étaient pas des tombes. C'étaient des scènes cosmiques, des plateformes superposées représentant les niveaux de l'univers. Elles n'étaient pas conçues pour le public, ni même pour les foules. Au sommet, seul un prêtre ou un roi montait pour rencontrer le divin dans une chambre qui était souvent vide, à l'exception d'un lit, d'offrandes et de l'attente d'une présence céleste. La ziggourate n'était pas un lieu de culte, mais un lieu d'atterrissage, un lieu de visite. Les pyramides égyptiennes, en revanche, n'étaient pas des plateformes pour la descente divine, du moins pas officiellement. C'étaient des tombes. Mais cette explication a toujours été difficile à accepter. Elles étaient orientées avec une telle précision astronomique, conçues avec une telle exactitude et construites à une échelle si colossale que les appeler tombes revient à appeler Stonehenge un tas de pierres. Bien que différentes dans leur forme et leur fonction, ces deux structures partagent un même concept fondamental. Un point fixe où le ciel rencontre la terre. Et puis, comme une illusion d'optique qui se précise, nous voyons cette même idée apparaître partout ailleurs. Dans les hautes terres des Andes, les Incas ont construit des temples en terrasse, s'élevant vers les nuages,
couronnées de sanctuaires alignés sur les solstices et les équinoxes. En Mésoamérique, les Mayas et les Aztèques ont érigé des pyramides à degrés si similaires aux ziggourats que les premiers explorateurs ont supposé qu'il s'agissait d'un emprunt direct. Mais les chronologies rendent cela impossible. En Asie du Sud-Est, Angkor Wat est littéralement un mandala de pierre, un temple-montagne reflétant la demeure cosmique des dieux, le mont Méru. Même dans la Grande-Bretagne néolithique, bien avant l'existence des ziggourats, les cercles de pierre codifiaient les ascensions solaires et lunaires. Des civilisations qui ne se sont vraisemblablement jamais rencontrées, qui n'ont jamais échangé, qui n'ont jamais partagé d'idées. Toutes ont construit des montagnes de pierre pointant vers le ciel. Les explications officielles varient selon les régions, géographie des plaines inondables, démonstrations politiques, chemins rituels, pratiques funéraires. Mais ces arguments ont quelque chose de stérile. Ils traitent le phénomène comme une invention parallèle, comme si ce miracle mondial d'alignement, d'élévation et de précision n'était rien d'autre qu'une coïncidence de besoins. Mais les peuples anciens ne pensaient pas uniquement en termes pratiques. Ils construisaient des symboles. Ils construisaient des cosmologies. Ils construisaient des histoires dans la pierre. Les ziggourats reflétaient quoi de l'univers stratifié décrit dans les mythes mésopotamiens. Les cieux, au-dessus, les eaux en dessous, l'humanité au milieu. Les montagnes étaient les trônes des dieux. Les humains ont donc construit des montagnes pour les accueillir. Les pyramides reflétaient le monticule primordial s'élevant du chaos, la première terre où se tenait le Dieu créateur. Les humains ont donc construit des monticules primordiaux à partir de millions de blocs de calcaire. Dans les Andes, les temples reflétaient les montagnes non seulement parce que celles-ci étaient proches, mais aussi parce qu'elles étaient des dieux. Elles abritaient des esprits, commandaient le temps et déterminaient le destin. Partout dans le monde, les civilisations expriment la même idée. L'univers n'est ni plat, ni anarchique, ni chaotique. Il a une structure. Il a une hiérarchie. Et la clé du pouvoir consiste à imiter cette structure sur Terre. Ce parallèle mondial devient encore plus intrigant lorsque l'on tient compte des alignements. Les ziggourats en Mésopotamie étaient alignés selon les points cardinaux. Les pyramides égyptiennes sont alignées si précisément sur le nord géographique que même les instruments modernes ont du mal à les égaler. Téotihuacan s'aligne sur les Pléiades et sur des azimuts complexes marquant les cycles solaires et stellaires. Angkor Wat s'aligne sur les solstices et les équinoxes avec une précision étonnante. Tiwanaku est aligné sur le lever du soleil au solstice d'hiver et sur un cycle lunaire de 18,6 ans. Ce n'est plus une coïncidence, c'est une formule. Montagne artificielle plus alignement céleste égale point d'accès cosmique, pierre plus hauteur plus astronomie égale connexion. Mais il existe une couche encore plus profonde que les archéologues abordent rarement car elle soulève des questions dérangeantes. Ces structures n'étaient pas seulement alignées sur les cieux, elles étaient alignées sur des étoiles spécifiques, des cycles spécifiques, des événements célestes spécifiques qui impliquent une observation à long terme et une compréhension mathématique avancée. Certaines nécessitent des siècles de données accumulées, conservées à travers les générations avec une cohérence parfaite. Et c'est là que le schéma reliant les civilisations anciennes se précise pour devenir quelque chose d'indéniable. Toutes ces cultures, mésopotamiennes, égyptiennes, andines, méso-américaines, sud-asiatiques, synchronisaient leurs monuments avec le même ciel, les mêmes solstices, les mêmes étoiles, les mêmes cycles de précession, périodes nodales lunaires et levers planétaires. Comment ? Pourquoi ? Qui leur a dit que cela avait de l'importance ? L'explication standard est que l'agriculture exigeait une précision calendaire. Mais l'agriculture n'explique pas la nécessité d'une architecture monumentale en pierre alignée sur des cycles millénaires.
aucun agriculteur n'a besoin de suivre la précession des équinoxes sur 26 000 ans. Aucun prêtre n'a besoin de construire une machine en pierre de 2 millions de blocs pour marquer le lever d'une étoile qui ne bougera pas pendant des siècles. C'est comme si ces civilisations croyaient préserver quelque chose de plus ancien, quelque chose de crucial, quelque chose qui devait survivre à l'ascension et à la chute des royaumes. Ils ont construit en pierre parce que la pierre survit au feu, aux inondations et aux empires. Ils se sont alignés sur le ciel parce que le ciel est la seule constante qui perdure à travers les âges. Et ils ont construit des montagnes parce que les montagnes symbolisent le point de rencontre entre les mondes. La question n'est donc pas « comment ont-ils construit cela ?» mais « pourquoi ont-ils tous construit la même chose ?» Une mémoire commune, un enseignant commun, une peur commune, un espoir commun, un visiteur commun, ou un programme commun profondément ancré dans les origines de la civilisation. Plus nous approfondissons l'équation de la pierre, plus le schéma devient clair. Et plus la couche suivante du mystère se révèle, non pas dans ce que les anciens ont construit, mais dans la façon dont ils ont utilisé ces montagnes de pierre pour comprendre le temps lui-même. Car une fois qu'ils ont construit les premières montagnes artificielles du monde, leur prochaine étape a été de synchroniser ces structures avec l'horloge cosmique. Et c'est là que le schéma devient indéniable. Pour les civilisations anciennes, le temps n'était pas simplement quelque chose qui passait, c'était quelque chose qui bougeait, quelque chose qui tournait, quelque chose qui respirait. Et partout où nous regardons, de la Mésopotamie à l'Égypte, de la Mésoamérique à l'Europe, de l'Inde à la Chine, nous trouvons des cultures qui tentent de se lier au temps, non pas en tant qu'observateurs, mais en tant que participants. Ils ne se contentaient pas de compter les jours. Ils se synchronisaient avec le cosmos, comme s'ils croyaient que la civilisation ne pouvait s'épanouir qu'en suivant le rythme des cieux. Les Babyloniens ont été parmi les premiers à formaliser cette relation cosmique. Ils suivaient les mouvements de la Lune avec une telle précision qu'ils pouvaient prédire les éclipses. Ils ont cartographié les cycles planétaires à travers le zodiaque bien avant que les Grecs ne donnent leur nom à ces constellations. Leur calendrier lunaire, divisé en 12 mois, est devenu le modèle pour une grande partie du monde antique. Et leur modèle mathématique, basé sur les grands cycles de la Lune, de Vénus et de Jupiter, n'était pas des enregistrements du ciel, mais des instructions écrites dans celui-ci. Puis vint l'Égypte avec un calendrier si perfectionné qu'il ne s'écartait que de quelques minutes de l'année moderne, bien qu'il ait été créé il y a plus de 4000 ans avant. Leur cycle, de 365 jours, était ancré dans un seul événement cosmique, le lever héliaque de Sirius. Cette étoile brillante, bleu-blanc et fiable, devint le pivot de toute l'année égyptienne. Son apparition, juste avant le lever du soleil, prédisait la crue du Nil, le renouveau agricole du royaume et la réinitialisation cérémonielle du contrat cosmique du pharaon pour maintenir Math. Sirius n'était pas seulement une étoile pour eux, c'était une aiguille d'horloge. Mais les Égyptiens ne se sont pas arrêtés au calendrier. Ils ont construit toute leur année religieuse autour des levées d'étoiles, des zéniths solaires et des ombres projetées par leurs temples. Certains rituels ne pouvaient avoir lieu que lorsque le soleil passait directement au-dessus d'un sanctuaire. D'autres étaient marqués par le bref instant où la lumière des étoiles transperçait le cœur sombre d'un temple. Le ciel ne se contentait pas de mesurer le temps, il croyait qu'il révélait un sens. Traverser l'océan jusqu'en Mésoamérique, et cette relation devient presque étrange. Les Mayas suivaient Vénus avec une précision numérique qui étonne les astronomes modernes. Ils connaissaient sa période synodique, 584 jours, et construisaient des cycles politiques entiers autour de ses apparitions. Les guerres étaient déclenchées à son lever. Les couronnements avaient lieu lorsque sa lumière revenait après la conjonction inférieure. Leur calendrier à long terme, qui s'étendait sur près de 5200 ans, n'était pas le système d'une société agricole.
C'était l'invention de personnes qui pensaient en termes d'époque cosmique, marquant des intervalles de création et de destruction à une échelle que les humains envisagent rarement. À Chichen Itza, la pyramide de Kukulkan transforme la lumière du soleil en un serpent descendant 2 fois par an. À Uxmal, un autre temple marque les cycles lunaires. À Teotihuacan, des alignements suivent les Pléiades, le soleil au zénith, et un calendrier sacré de 260 jours dont les origines sont encore inconnues, mais qui apparaît dans des cultures séparées par le temps et la distance. Encore une fois, la même idée. Le temps n'est pas mesuré, il est révélé. Voyager plus loin, à travers les océans, à travers les siècles, et le schéma refuse de s'estomper. En Europe, les anciens cercles de pierre comme Stonehenge, Avebury et Newgrange ne sont pas des mégalithes aléatoires, mais des instruments de précision. Newgrange est si parfaitement aligné avec le lever du soleil, du solstice d'hiver, que sa chambre intérieure n'est illuminée que pendant quelques minutes, un seul jour par an. Ce n'est pas un hasard. C'est une conception. C'est un rituel. C'est un rendez-vous cosmique respecté fidèlement depuis des milliers d'années. En Chine, les astronomes observaient les comètes, les supernovas et les changements de précession bien avant que l'Europe ne connaisse leur existence. Leurs archives sur la supernova de 1054, qui a donné naissance à la nébuleuse du Crabe, restent parmi les plus détaillées au monde. Le pouvoir impérial était directement lié aux présages célestes. Les dynasties se succédaient selon les schémas observés dans le ciel. En Inde, l'astronomie védique codifiait des cycles temporels massifs, Yuga, Mahayuga, Kalpas. Ces périodes s'étendent sur des millions et des milliards d'élires d'années, des durées qui ressemblent étrangement aux échelles de temps cosmologiques connues aujourd'hui. Dans les Andes, des piliers solaires ont permis de créer des calendriers pour suivre les solstices. En Polynésie, les navigateurs mémorisaient les trajectoires des étoiles à travers des milliers de kilomètres d'océan. À travers le continent africain, les mythologies Dogon décrivent la période orbitale de Sirius B, une connaissance précise enregistrée avant l'existence des télescopes modernes. Et partout, les civilisations alignent leurs structures sacrées, leurs mythes, leurs royautés, leurs rituels et leurs histoires sur les mouvements du ciel. Des civilisations qui ne se sont vraisemblablement jamais rencontrées créent la même logique calendaire, les mêmes alignements, la même idée. La croyance que le ciel n'est pas seulement au-dessus d'eux, mais qu'il est lié à eux. Qu'est-ce que cela nous apprend? Une interprétation est purement pratique. Les premières sociétés dépendaient de l'agriculture. Elles avaient là besoin du calendrier, elles avaient besoin de cycles. Mais cette explication s'effondre dès que l'on examine les systèmes calendaires les plus avancés. Les agriculteurs n'ont pas besoin des levées héliaques de Sirius, des ombres solsticiales dans les couloirs étroits des temples ou des cycles de longue durée mesurés en millénaires. Les pêcheurs n'ont pas besoin de cartographier la dérive précessionnelle. Les éleveurs n'ont pas besoin de suivre la montée de Vénus avec une perfection mathématique. Il s'agissait d'autre chose, de quelque chose de plus profond. Cela ressemble à un souvenir, cela ressemble à un héritage. Cela ressemble aux vestiges d'un système si ancien que les cultures ultérieures l'ont préservé sans comprendre pleinement son importance. Un plan peut-être, un modèle, un programme cosmique transmis non pas par les routes commerciales, mais par les mythes, la religion, les rituels et la pierre. Une croyance partagée à travers les continents, selon laquelle l'humanité est destinée à refléter le ciel, et non pas simplement à l'observer. Et tout comme les anciens ont construit leurs montagnes pour atteindre les dieux, ils ont construit leur calendrier pour communiquer avec eux. Mais le véritable mystère apparaît lorsque nous posons la question suivante. Si tant de civilisations ont construit leur vie autour du ciel, que pensaient-elles exactement qu'il y avait là-haut Potoswaka? Et pourquoi étaient-elles si certaines qu'ils les observaient?
Cette question recèle quelque chose de vaste, quelque chose qui lie le droit, l'architecture, les mythes, les chiffres et le temps en une seule histoire. Et cette histoire s'étoffe à mesure que nous nous tournons vers les avancées les plus surprenantes du monde antique. Ces moments où les civilisations ont progressé plus rapidement que quiconque ne peut facilement l'expliquer. Lorsque l'on étudie de près les civilisations anciennes, vraiment de près, on commence à remarquer quelque chose de troublant. La connaissance ne progresse pas toujours comme on pourrait s'y attendre. Elle n'évolue pas de manière régulière où une découverte mène naturellement à la suivante. Au contraire, elle apparaît souvent par grands bonds, des accélérations soudaines, disjointes, presque impossibles de la compréhension. Et cela n'est nulle part plus évident que dans la médecine, l'ingénierie et les sciences appliquées du monde antique. Prenons l'exemple de Kémet, l'Égypte antique, bien avant Hippocrate, Galien ou tout autre médecin classique. Les papyrus médicaux égyptiens décrivent des procédures de diagnostic, des traitements des blessures et des interventions chirurgicales qui semblent presque incongrues pour leur époque. Le papyrus Edwin Smith se lit comme un manuel de traumatologie avec des études de cas, des pronostics et des approches rationnelles des blessures. Il classe les fractures du crâne. Il identifie les traumatismes rachidiens, il décrit les sutures, l'immobilisation et les applications antiseptiques. Il indique même aux médecins quand un cas est désespéré, une décision prise non pas par la prière, mais par le raisonnement clinique. Comment une civilisation de l'âge du bronze a-t-elle pu développer cela ? Une partie de la réponse réside dans la continuité. L'Égypte a duré des millénaires, mais la durée seule n'explique pas la sophistication. Une longue période peut produire une accumulation, mais elle produit rarement de la précision. Pourtant, ici, la précision apparaît, pleinement formée, sans qu'il y ait eu de longues périodes de développement préalable. La médecine en Mésopotamie offre un paradoxe similaire. Les tablettes babyloniennes décrivent des traitements, des prescriptions et des observations étonnamment méthodiques. Leurs médecins reconnaissaient les symptômes, prédisaient les résultats et combinaient des remèdes pratiques avec des incantations dans un système hybride qui, bien qu'étranger à notre culture, révèle une profonde tendance empirique. Ils identifiaient des composés végétaux encore utilisés aujourd'hui. Ils comprenaient l'hygiène et la quarantaine à un niveau que l'Europe médiévale n'a pas atteint. Il y a ensuite l'ingénierie, un problème qui refuse de disparaître. En Égypte, la logistique de la construction des pyramides reste une sorte d'énigme intellectuelle. Nous connaissons les délais, nous connaissons la main-d'œuvre, nous connaissons, dans une certaine mesure, les méthodes d'extraction et de transport. Mais connaître les pièces ne signifie pas que le puzzle s'assemble parfaitement. La précision même de la grande pyramide, son orientation vers le nord géographique, sa déviation minuscule dans la longueur des côtés, sa géométrie interne, dépasse ce que l'ingénierie par essai et erreur peut expliquer. Cela ne veut pas dire que ce sont des extraterrestres qui l'ont construite. Cela signifie que les êtres humains ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui ressemble au travail d'une société qui possédait un cadre conceptuel bien plus avancé que ses outils. Regardons ensuite à travers le monde, loin des centres traditionnels du savoir antique. Les villes de la vallée de l'Indus, Harappa et Mohenjo-Daro, disposaient d'un plan en damier, d'un système d'assainissement avancé, de poids standardisés et d'une ingénierie hydraulique qui ne réapparaîtrait nulle part ailleurs avant des milliers d'années. Elles étaient construites avec une uniformité mathématique. Elles maîtrisaient les systèmes de refroidissement urbain. Elles étaient aménagées de manière étrangement moderne. Les maçons pré-Incas et Incas ont construit des murs cyclopéens où des pierres pesant des dizaines de tonnes s'emboîtent si étroitement qu'il est impossible d'y glisser ne serait-ce qu'une lame. Ces structures
ont résisté à des tremblements de terre qui ont détruit des constructions espagnoles plus récentes, faites d'acier et de chaux. La maçonnerie se comporte comme un mécanisme d'emboîtement unique que nous avons encore du mal à reproduire à grande échelle. Les anciens Chinois ont développé des technologies de moulage du bronze avec plusieurs siècles d'avance sur leurs contemporains occidentaux. Ils ont cartographié les étoiles avec une précision obsessionnelle. Leur réalisation technique, des ponts au système de contrôle des inondations, témoigne d'une ingéniosité fulgurante qui semble être apparue du jour au lendemain, sans véritable précurseur. De l'autre côté du Pacifique, les navigateurs polynésiens maîtrisaient les voyages océaniques sur de longues distances à l'aide d'une boussole mentale si raffinée que les chercheurs modernes ont du mal à la reconstituer entièrement. Leurs voyages s'étendaient sur des milliers de kilomètres en pleine mer. Ils interprétaient les vagues, les marées, les mouvements des oiseaux et les alignements d'étoiles grâce à un savoir qui semble avoir été hérité et non inventé. Partout, le même schéma se répète. Une civilisation progresse plus rapidement que ses voisines. Le savoir apparaît soudainement, est utilisé avec maîtrise, mais est mal documenté. Les origines sont floues. La courbe de développement est inexistante. C'est le problème du bond en avant, la question récurrente de savoir comment des peuples anciens, avec des ressources limitées, des archives incohérentes et des environnements imprévisibles, ont réalisé des avancées qui semblent avoir 100 ou 1000 ans d'avance sur leur temps. Une explication est que l'innovation se concentre. La stabilité sociale, les ressources excédentaires et les élites intellectuelles créent un environnement propice à l'accélération des connaissances. Une autre explication est que les archives archéologiques sont incomplètes. Il nous manque peut-être les étapes intermédiaires. Les deux explications sont valables, mais même après avoir pris ces éléments en compte, il reste quelque chose. Quelque chose d'obstiné, quelque chose de commun. Dans toutes les civilisations, les plus grands bonds en avant apparaissent dans des domaines liés à la pensée cosmique, calendrier, médecine, architecture, mathématiques, navigation, ingénierie. Les domaines mêmes qui reflètent les cieux, ou qui étaient considérés comme descendants de ceux-ci. C'est là que certaines personnes font référence aux théories des anciens astronautes, affirmant que les dieux du ciel, les visiteurs ou les enseignants extraterrestres ont transmis leurs connaissances aux premières civilisations humaines. Mais la vérité est plus nuancée et plus intéressante. L'existence ou non d'influences extérieures est un débat à part. Le véritable mystère est de savoir pourquoi chaque avancée s'aligne sur le même noyau conceptuel. Ordre, mesure, cycle, géométrie, alignement. Le langage du cosmos, la logique des modèles, les mathématiques des étoiles et des pierres. C'est comme si les civilisations anciennes ne se contentaient pas de résoudre des problèmes pratiques, mais traduisaient par quelque chose. Décodaient quelque chose. Travailler à partir d'un modèle qu'elles croyaient venir d'au-delà d'elles-mêmes. Les papyrus médicaux égyptiens apparaissent aux côtés de mythes sur des dieux enseignant la guérison. Les mathématiques mésopotamiennes apparaissent à côté d'histoires sur les Anunnaki offrant la civilisation. L'ingénierie de la vallée de l'Indus s'élève à côté de représentations de divinités célestes chevauchant des serpents. La maçonnerie andine fait écho au mythe de Viracocha, descendant des cieux. La navigation polynésienne est enracinée dans les chemins stellaires divins enseignés par les ancêtres célestes. Des cultures différentes, des langues différentes, des environnements différents. La même histoire, la connaissance descend. Mais peut-être n'avons-nous pas besoin de prendre cela au pied de la lettre pour voir la vérité qui se cache derrière. Les anciens n'entendaient peut-être pas « descend » au sens physique du terme. Ils voulaient peut-être dire quelque chose de plus profond, que la connaissance vient de l'observation des cieux, de l'imitation de leur ordre et de l'alignement de la société humaine sur les rythmes du cosmos. Et pourtant, il y a une autre couche à ce mystère.
car que le savoir soit descendu du ciel ou simplement inspiré par lui, chacune de ces civilisations a préservé ses découvertes de la même manière. Dans la pierre, dans les récits et dans les symboles qui persistent longtemps après la disparition de leur créateur. Ce qui nous amène à la question la plus controversée de toutes. Que cherchait-il à préserver? Et qui pensait-il voir venir le chercher? Cette question recèle quelque chose. Quelque chose qui nous entraîne vers le prochain grand point de tension de cette histoire. La bataille entre les artisans anciens et les extraterrestres anciens, et les symboles gravés dans la pierre qui continuent de brouiller la frontière entre mythe et mémoire. Et c'est à cette frontière que commence notre prochain mystère. À un moment donné, dans toute discussion sur les civilisations anciennes, nous arrivons à un carrefour. D'un côté se trouve le savant, prudent, réfléchi, convaincu que l'ingéniosité humaine est le moteur de toutes les réalisations. De l'autre côté se trouve le créateur de mythes, captivé par les récits de dieux célestes, de chars de feu et d'êtres descendus du ciel pour enseigner à l'humanité comment construire, comment guérir, comment gouverner. Et au milieu se trouvent toutes l'épreuve, pierre, métal, argile, art, qui nous regardent avec un silence qui refuse de choisir un camp. C'est à ce carrefour que s'enflamme la tension entre les anciens extraterrestres et les anciens artisans. Mais le mystère ne réside pas dans le choix de l'un ou de l'autre. Le véritable mystère est de savoir pourquoi cette tension précise apparaît dans toutes les civilisations, séparées par des océans et des millénaires, comme si l'humanité racontait sans cesse la même histoire par des bouches différentes. Prenons l'exemple de la Mésopotamie, où les Anunnaki n'apparaissent pas comme des esprits vagues, mais comme des souverains, des juges, des architectes du ciel et de la terre. Leurs mythes les décrivent descendant sur des plateformes, reliant le ciel et la terre, des structures que les chercheurs interprètent comme des ziggourats et que les théoriciens des anciens astronautes interprètent comme des rampes de lancement. Des tablettes cunéiformes représentent des dieux coiffés de couronnes à cornes, descendant des royaumes célestes, parfois accompagnés de symboles étranges ressemblant à des engrenages, des spirales ou des étoiles disposées de manière intentionnelle. S'agit-il de descriptions littérales de contacts extraterrestres ou de métaphores des forces naturelles, de l'autorité politique et de l'ordre cosmique? Les tablettes ne nous le disent pas. Elles existent simplement, lourdes de sens, refusant de se décoder elles-mêmes. Regardons ensuite l'Égypte, où les dieux traversent le ciel dans des bateaux solaires, où le pharaon reçoit la royauté divine d'être représenté avec des têtes d'animaux et des couronnes lumineuses. À Abydos, un seul relief érodé suscite des débats animés. D'un côté, on y voit des hélicoptères et des avions, de l'autre, des couches linguistiques et des marques de ciseaux. Les deux explications coexistent. Aucune n'est pleinement satisfaisante. Plus loin dans le désert, les textes des pyramides parlent du pharaon montant vers les étoiles sur une échelle de lumière. Le livre des morts décrit des êtres qui viennent des impérissables, les étoiles qui ne se couchent jamais. Chaque temple égyptien est une carte du ciel sculptée dans la pierre. Chaque mythe pointe vers le haut. En Mésoamérique, des serpents à plumes glissent probablement dans le ciel, les dieux volent dans des disques enflammés, Quetzalcoatl part sur un radeau de feu qui s'élève vers les cieux. À Palenque, le couvercle du sarcophage du roi Pakal représente un personnage allongé dans une posture étrangement similaire à celle d'un astronaute moderne. Les pieds tendus, les mains manipulant des commandes, des flammes semblables à des gaz d'échappement sous lui. Les archéologues insistent sur le fait qu'il s'agit d'un tableau mythologique de la Renaissance. Mais l'ambiguïté visuelle demeure. Elle est trop précise pour être ignorée, trop symbolique pour être acceptée littéralement. Dans les Andes, Viracocha est décrit comme un étranger barbu qui enseigne à l'humanité comment construire, puis part à travers la mer, promettant de revenir. Sur l'île de Pâques,
les fondateurs mythiques arrivent dans des navires qui se déplacèrent sans vagues. Dans les récits aborigènes du temps du rêve, les ancêtres descendent du ciel dans des sphères lumineuses. Partout dans le monde, on retrouve les mêmes motifs: descente, feu, connaissance, guidance, départ. Et pourtant, et c'est crucial, chacune de ces cultures possède des prouesses techniques, artistiques, mathématiques et architecturales qui se suffisent à elles-mêmes. Le génie humain n'est pas une illusion, ce n'est pas une réflexion après coup. Les pyramides, les ziggourats, les temples, les calendriers, les mégalithes, ce ne sont pas les œuvres de primitifs impuissants attendant une intervention cosmique. Ce sont les œuvres de sociétés dotées de philosophies cohérentes, d'ouvriers qualifiés, d'un leadership coordonné et d'une observation scientifique approfondie. Alors pourquoi les mythes persistent-ils ? Pourquoi les anciens eux-mêmes attribuent-ils leurs plus grandes réalisations à des êtres venus d'en haut ? Une partie de la réponse réside dans la psychologie. Lorsque les humains rencontrent une inspiration extraordinaire, qu'elle provienne des étoiles, des rêves, d'une révélation ou de leur propre génie, ils l'extériorisent souvent. Ils décrivent à la connaissance comme un don. Ils racontent des histoires de maîtres divins parce que cela semble plus vrai que de s'attribuer le mérite d'une chose presque impossible. Mais il existe une autre dimension, plus ancienne, plus profonde, peut-être plus troublante. Ces mythes apparaissent dans des endroits où le ciel n'est pas une métaphore, mais une présence vivante, où les cieux sont mesurés, cartographiés, interprétés, où la différence entre une récolte réussie et une famine massive dépend de la position du soleil ou de l'arrivée d'une étoile à l'aube. Dans de tels mondes, le ciel n'est pas seulement une toile de fond, c'est une règle, un calendrier, un guide. Ainsi, lorsque de nouvelles connaissances apparaissent, un bond soudain dans la construction, les mathématiques, la médecine, il est aussi naturel que les anciens les relient au ciel, à une descente, à un don. Et puis il y a une troisième possibilité. Pas des extraterrestres au sens populaire du terme, pas des esprits au sens religieux, mais quelque chose d'entièrement différent. L'idée que les humains, observant le cosmos avec admiration, ont commencé à modeler leur société, leur structure, leurs mythes et leur identité sur les modèles célestes. Que les dieux qui descendent du ciel sont peut-être les histoires que les humains racontent lorsqu'ils alignent leur vie sur quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cette explication rend hommage au génie des peuples anciens tout en préservant l'étrangeté de leur art, de leurs mythes et de leur alignement. Elle reconnaît l'action humaine sans rejeter le langage universel de la descente, de l'ascension, de la lumière et de la révélation. Mais le débat ne s'arrête pas là, car que les anciens aient considéré leur Dieu céleste de manière littérale ou symbolique, l'effet est le même. Les civilisations du monde entier codifient les mêmes récits cosmiques, sculptent les mêmes symboles célestes, construisent les mêmes structures alignées et racontent les mêmes mythes fondateurs. Il ne s'agit pas d'une dérive culturelle, il s'agit d'un schéma. Et ce schéma devient plus clair lorsque nous suivons la trace de l'influence, lorsque nous observons comment les empires ultérieurs, en particulier Rome, héritent de ces mystères, les remodèlent et les transportent vers de nouvelles ères. Car le mystère, une fois créé, meurt rarement. Il voyage, il se transforme, il survit. Et à Rome, les mystères du monde antique ont trouvé une nouvelle vie, de nouveaux monuments et de nouvelles significations, portés par une civilisation qui comprenait le pouvoir d'absorber le passé pour régner sur l'avenir. C'est là que notre voyage nous mène ensuite. Au moment où Rome s'est élevée pour dominer la Méditerranée, les civilisations anciennes qui avaient façonné les premiers mystères du monde étaient déjà en déclin. Babylone était tombée. L'Égypte avait connu plusieurs dynasties étrangères. Les anciens dieux perdaient leurs temples. Mais Rome a compris quelque chose que peu d'empires ont jamais saisi. Le pouvoir ne s'obtient pas seulement par la force, il se transmet à travers des symboles. Ainsi,
lorsque les généraux romains ont traversé les déserts et envahi les cités antiques, ils ne se sont pas contentés de conquérir, ils ont collecté, ils ont absorbé, ils ont réutilisé, ils ont intégré les mystères des mondes anciens dans le leur, les utilisant pour consolider un empire qui s'étendait plus loin que tous ceux qui l'avaient précédé. Lorsque Rome entra en Égypte en 30 avant Jésus-Christ, elle ne trouva pas un royaume en déclin, mais un vaste trésor de rituels, d'architecture, de sciences et de mathématiques cosmiques qui éclipsait tout ce que Rome connaissait. Les pyramides étaient déjà anciennes. Les temples de Karnak et de Luxor étaient plus anciens que Rome elle-même, et le symbolisme inhérent à ces structures, les alignements célestes, les motifs stellaires, la géométrie cosmique, impressionna tellement les Romains que l'égyptomanie devint rapidement une caractéristique de la culture impériale. Les obélisques furent déracinés de la vallée du Nil et transportés à travers la Méditerranée, chacun d'entre eux étant une antenne cosmique sculptée de hiéroglyphes plus anciens que l'alphabet romain. Aujourd'hui, Rome compte plus d'obélisques égyptiens debout que l'Égypte. Ils parsèment le paysage comme des faisceaux de lumière figés, dominant les places, marquant les avenues triomphales, réutilisés comme symboles impériaux. Mais ce que les Romains admiraient le plus, ce n'était pas l'art, c'était le pouvoir codé dans cet art, l'aura, la légitimité. En s'emparant des obélisques, Rome ne se contentait pas de se décorer. Elle revendiquait l'autorité des dieux égyptiens. Rome a ensuite absorbé l'astronomie babylonienne. Les polymathes grecs avaient préservé les modèles mathématiques de Babylone, et Rome, avide d'outils de gouvernance et de prédiction, les a hérités en bloc. Les calendriers romains, les cycles agricoles et les systèmes astrologiques remontent tous aux ziggourats du Tigre et de l'Euphrate. Même les signes du zodiaque, désormais filtrés par des siècles d'interprétation, portent encore les empreintes babyloniennes. Rome ne s'interrogeait pas sur l'origine. Elle ne débattait pas du symbolisme. Elle prenait ce qui fonctionnait, le reconditionnait et le déclarait romain. Et dans ce reconditionnement, les mystères voyageaient. Lorsque Rome a adopté le christianisme, la fusion s'est intensifiée. L'iconographie chrétienne a absorbé les motifs solaires, le symbolisme stellaire et l'imagerie cosmique antique qui étaient déjà passées par Babylone, l'Égypte, la Perse et la Grèce. L'auréole, anneau de lumière divine, fait écho aux anciennes représentations des dieux solaires en Égypte et en Mésopotamie. Les archanges reflètent les messagers divins. Les scènes de jugement reflètent les anciens mythes des enfers. Même l'idée même d'une loi sacrée descendant des cieux trouve sa continuité depuis la stèle de pierre d'Hammurabi jusqu'au mont Sinaï et à la basilique romaine. Rome ne créait pas de nouveaux mystères. Rome conservait les anciens. Et ce processus s'est poursuivi au fil des siècles. La Renaissance a redécouvert l'Égypte à travers les textes hermétiques, des documents qui auraient été rédigés par Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, mais qui ont probablement été assemblés à partir de fragments de connaissances anciennes, mélangés à la philosophie grecque. Les érudits pensaient que ces textes contenaient la géométrie divine, les vérités cosmiques et le plan original de l'univers. Les archéologues victoriens ont redonné vie à l'Assyrie et à Babylone au XIXe siècle. Ils ont mis au jour des créatures ailées, des gardiens à tête de lion et des tablettes cunéiformes remplies de mythes de la création qui faisaient écho à la Bible, à la Grèce et à Rome. Les journaux ont publié des images de ces artefacts avec une fascination haletante, ravivant l'intérêt mondial pour les mystères anciens. Le XXe siècle a vu la découverte du tombeau de Toutankhamon, des épopées sumériennes et le déchiffrement des hiéroglyphes. Chaque découverte renforçait le sentiment que les civilisations anciennes avaient préservé quelque chose de magnétique, quelque chose de demi-compris, quelque chose qui nous interpellait depuis des millénaires. Puis vint l'ère moderne. Documentaires, livres, télévision, réseaux sociaux, chacun racontant ses histoires,
chacun ajoutant de nouvelles spéculations aux anciens symboles. Extraterrestres, connaissances perdues, technologie oubliée, plans cachés, origine humaine réécrite. Que les interprétations soient littérales ou métaphoriques n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était l'attrait gravitationnel de l'histoire elle-même, le sentiment que les premières civilisations étaient liées, que leurs monuments n'étaient pas des exploits isolés, mais des fragments d'un schéma mondial. Rome a senti ce pouvoir bien avant nous. En adoptant et en remodelant les mystères anciens, elle est devenue le pont entre l'Antiquité et le présent. L'Empire qui a refusé de laisser mourir les anciens symboles, le canal par lequel le plan du monde antique a survécu. Depuis, chaque époque a fait de même. Nous réinterprétons, nous redécouvrons, nous réutilisons, nous donnons un sens à des fragments. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, à la cartographie par satellite, aux logiciels astronomiques et aux données archéologiques mondiales, nous pouvons enfin prendre suffisamment de recul pour voir ce que les peuples anciens ne pouvaient pas voir. Le schéma qui s'étend à travers le monde, reliant les monuments, les mythes, les alignements, les mesures, les dieux et le temps en un seul réseau. Un réseau que Rome a contribué à préserver et, sans le savoir, à révéler. Car lorsque vous suivez ce schéma à travers le monde, vous commencez à réaliser qu'il existe bien d'autres nœuds que l'Égypte et la Mésopotamie. La prochaine étape de ce voyage nous emmène à travers les continents vers des civilisations qui ne se sont jamais rencontrées, n'ont jamais commercé et n'ont jamais partagé de langue, mais qui racontent pourtant la même histoire cosmique. Et plus nous avançons, plus il devient difficile de croire que tout cela est une coïncidence. Lorsque l'on élargit le champ de vision au-delà de la Mésopotamie, au-delà de l'Égypte, au-delà de la mosaïque de symboles empruntés de Rome, quelque chose de remarquable commence à se produire. Les pièces du puzzle se multiplient, elles s'étendent à travers les continents, elles apparaissent dans des endroits séparés par des océans, des jungles, des déserts et des millénaires, et pourtant, malgré toute cette distance, les schémas refusent de se disperser. Au contraire, ils s'intensifient. Voyagez vers le sud et traversez un océan, et vous débarquerez en Mésoamérique, où les Mayas ont construit des villes alignées sur les cycles de Vénus, les zéniths solaires et les ombres des équinoxes. À Chichén Itzá, un serpent de lumière glisse 2 fois par an le long d'un escalier pyramidal. Un spectacle cosmique scénarisé avec la précision d'un observatoire solaire. À des milliers de kilomètres de là, dans les hautes terres andines, les Incas ont disposé les temples et les rues selon des motifs géométriques reflétant les constellations. La pierre Intihuatana du Machu Picchu capture l'ombre du soleil à des moments précis de l'année, verrouillant le temps à l'architecture avec une sophistication qui rivalise avec celle de Gizeh ou de Babylone. De l'autre côté de la planète, les symétries se poursuivent. Au Cambodge, la disposition d'Angkor Wat reflète un cosmogramme hindou, un micro-univers sculpté dans la pierre. Ces tours représentent le mont Méru, l'axe cosmique. Ces dimensions reflètent les cycles planétaires. Ces murs extérieurs codifient les calendriers solaires et lunaires, suivant les rythmes célestes avec une rigueur mathématique. De l'autre côté de la mer, en Chine, les premières dynasties ont orienté leur capitale selon un axe nord-sud, reflétant l'étoile polaire, le pivot céleste autour duquel le ciel semble tourner. Les montagnes sacrées servaient d'ancrage terrestre à l'ordre cosmique, tout comme les ziggourats et les pyramides. Traversons ensuite les îles britanniques, où les cercles mégalithiques, Stonehenge, Avebury, Callanish, s'alignent avec les solstices, les arrêts lunaires et les trajectoires des étoiles dans le ciel primitif. Leurs constructeurs n'ont laissé aucune trace écrite, mais leurs pierres suivent les cieux avec une sophistication qui reflète celle des civilisations situées à l'autre bout du monde. C'est comme si le ciel lui-même était une écriture commune, le seul livre que toutes les civilisations se sentaient obligées de lire, de mesurer et d'immortaliser dans la pierre.
Les mythes du déluge se reflètent également. L'histoire mésopotamienne d'Utnapishtim, le survivant d'un déluge divin, précède celle de Noé dans la Bible de plus de 1000 ans. Mais des histoires similaires apparaissent en Inde, en Mésoamérique et dans les traditions autochtones australiennes. Une remise à zéro du monde, un survivant élu, un avertissement des dieux, des récits séparés par des continents mais qui font écho au même modèle. Même les mythes de la création suivent ce schéma. L'univers émergeant d'un chaos primordial, d'un œuf cosmique, d'un souffle divin ou d'une bataille céleste. Les noms changent, les images changent, mais la structure reste étrangement cohérente. Les anthropologues affirment que les humains ne font que refléter le ciel, car celui-ci est universel. L'eau vient d'en haut. Le feu descend sous forme d'éclairs. Les étoiles se déplacent selon des rythmes prévisibles. Les cieux dictent les saisons, la survie et la navigation. Dans cette optique, la répétition n'est qu'une évolution culturelle convergente. Mais viennent ensuite les détails, des détails plus difficiles à expliquer. Différentes civilisations se sont focalisées sur les mêmes chiffres, 12, 60, 72, 108, 360. Ce ne sont pas seulement des valeurs mathématiquement ordonnées, elles correspondent aux cycles célestes, précession, mouvements lunaires, périodes planétaires, avec une précision étonnante. Pourtant, des cultures sans aucun contact entre elles ont utilisé ces chiffres comme fondement sacré. Les astronomes babyloniens ont développé un système de base 60. Les architectes égyptiens utilisaient une géométrie circulaire à 360 degrés. La cosmologie hindoue plaçait le nombre 108 au centre de l'univers. Les traditions mésoaméricaines intégraient des cycles de 72 ans dans leurs longues comptes. Ces choix n'étaient pas aléatoires. Ils faisaient partie d'un système numérologique mondial dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, des horloges accrochées à nos murs, aux boussoles que nous tenons entre nos mains. Mais le schéma demeure, et il révèle une vérité que l'humanité pressent depuis que les premières pierres ont été érigées vers le ciel. Nous faisons partie d'une histoire bien plus ancienne que nous ne nous en souvenons et bien plus vaste que nous n'avons encore osé l'imaginer. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers le cosmos, ici, dans Frontiers of Infinity. Si cet aperçu de l'inconnu a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre chaque vendredi à 19h, heure de l'Est, pour percer les mystères les plus sombres de l'espace.